Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc l'intelligence émotionnelle en fait de base c'est un concept qui a été créé par Daniel Goleman qui est un psychologue américain. Et je suis tombée et là j'ai voulu bien me mettre dedans et vous en parler de la conférence sur le positive leadership, l'emotional intelligence de Daniel Goleman. Je vous mets évidemment le lien parce que je vais résumer littéralement cette conférence. J'ai noté des trucs les choses que j'ai apprises, les choses qui m'ont marqué et du coup je me suis dit bah je vais vous en parler et si vous intéresse voilà. Donc très honnêtement ça va être assez linéaire parce que j'ai des notes que je vais chérir moi et en fait cette vidéo je vais même la garder pour moi en fait, pour me rappeler des concepts et je pense que ça peut vous apprendre pas mal de choses donc on va aller très vite parce qu'en fait sa conférence dure 1 heure et mon objectif c'est de faire 20 minutes pour pas que ça soit trop ennuyant. Donc je vous avoue que moi c'est un concept qui m'a changé la vie, c'est pour ça que je vous en parle, donc c'est parti. Donc déjà je comprenais pas trop, mais au début il est parti sur un leader a besoin de to be focus en fait. Un leader a besoin d'être concentré, d'être focus sur quelque chose. Et donc il développe 3 types de concentration. Il y a la concentration internal, donc sur soi-même, interne. La concentration sur les autres personnes, donc je dirais c'est un peu l'altruisme, faire attention aux autres. Et la troisième c'est systems awareness. Donc c'est la conscience, là c'est pas une concentration, c'est la conscience du système. Et le système il explique bien que c'est tout l'environnement externe et interne. Donc il fait un constat, il dit bien, et ça je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs, puis ça rentrait très bien dans le cadre de mon stage, qu'en fait il y a des problèmes d'attention aujourd'hui de notre génération en fait. Aujourd'hui on reçoit 5 fois plus d'informations qu'il y a 20 ans. Donc ça veut dire que les gens ont plus tendance, moi ce que je comprends, à être dans les flux, à être perdus. Il dit bien... l'information consume l'attention. C'est l'information et donc les flux anxiogènes et trop nombreux, en fait, ils nous empêchent d'être focus, tout simplement. Et donc pour savoir si on est bien en pleine conscience et si on est bien focus, et donc je dirais concentré, mais je trouve que c'est pas le mot, donc si on est bien focus, en fait, il faut qu'il y ait un match, faut que ce dont à quoi tu penses, c'est ce que tu es en train de faire. Par exemple, si je suis en cours et que je suis en cours d'histoire et que je suis en train d'écrire mon cours d'histoire, si c'est pas ce à quoi je pense, de plus ou moins loin, c'est que je suis pas focus. Et donc il dit une citation qui m'a beaucoup marquée, hein, on va dire, je trouve que les intros sont extrêmement aussi riches que les développements, hein, très honnêtement. Comme on vous dit dans les dissertations, le plus important c'est l'intro et la conclusion, et avec ça vous faites tout le développement. Hein. Il dit « Un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux ». Alors je vous avoue que quand on écoute ça, j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, quand tu vagabondes, c'est que tu t'évades, c'est que... Donc oui, pour lui, c'est que t'es pas focus, mais pour moi, c'est ce qui crée aussi l'imagination et tout ça, donc je comprenais pas trop. Il dit, un esprit qui vagabonde... Attendez, un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux. Bah c'est vrai que si vous êtes heureux, normalement, vous vagabondez pas. L'esprit ne vagabonde pas. Mais non, c'est faux, c'est complètement faux parce que si vous êtes heureux, c'est qu'il y a aussi plein de créations et vous avez des idées, du coup vous vagabondez. Ça, je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que croyez-moi, si mon esprit n'avait pas vagabondé en cours ou toutes ces années où je me faisais chier, et il faut quand même le dire, j'aurais été très malheureuse. Voilà, et heureusement que mon esprit a vagabondé, croyez-moi. Donc il dit qu'en général, quand l'esprit vagabonde, c'est plus de la distraction, donc ce qui nous distrait plus, ce qui nous empêche d'être focus, c'est surtout de la distraction émotionnelle, donc c'est nos émotions qui nous distraient, donc ça certes, distrait je trouve que ça a une connotation négative donc c'est dommage, mais certes, plus que la distraction physique, c'est-à-dire les bruits ou quelqu'un qui vous parle. Donc forcément, dans la citation un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux, on parle bien de distraction émotionnelle. Je suis actuellement en train de faire le montage et ça m'a fait penser à un truc en fait quand j'ai dit que la distraction émotionnelle jouait 9 fois sur 10 par rapport à la distraction physique, c'est peut-être aussi par exemple, ça montre en tout cas, que les enfants par exemple hyperactifs ou quelqu'un qui est distrait tout simplement, faut lui prêter de l'attention parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un conflit émotionnel. Et quelqu'un qu'on dit ouais mais t'es toujours distrait, t'es pas vraiment là, ça montre qu'il y a un conflit interne et que c'est là que que le management émotionnel pourrait jouer. Et du coup pour lui, positive leadership c'est le leader has to manage to focus, c'est-à-dire le leader doit faire en sorte que tous les focus, donc internes, on va dire à autrui et system awareness soient focus en fait. Je vais pas dire encore l'objectif de l'entreprise parce qu'on parle pas d'entreprise ici et moi j'ai envie de mettre ça à une dimension plus
plus émotionnel que professionnel, parce qu'au final c'était une conférence aussi sur le positive leadership, donc c'est lié au tout ce que vous voulez, mais bon, bref, passons. Un leader médiocre et moyen devient meilleur avec des compétences en intelligence émotionnelle. Donc pour lui, la définition dit emotional intelligence, donc l'intelligence émotionnelle, c'est how we manage ourselves and relationships, donc c'est-à-dire le focus interne et sur autrui en fait, c'est comment on gère ces focus là. Donc forcément on reconnaît l'importance de l'éducation, des connaissances intellectuelles, mais ce qui fait être un bon leader, donc en fait, l'éducation vous amène au job, mais ne vous rend pas forcément bon dans ce job. Et ça, je trouve ça très intelligent d'ailleurs. Et donc pour lui, le leader doit avoir un impact positif en fait. Et ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça juste beau. Et si vous aussi, vous avez cette vocation à vouloir du positif pour les gens, à vouloir être positif, même dans le pro, dans le perso, vous avez l'âme d'un leader, je pense. Donc en fait, le fait d'être leader et d'avoir un impact positif et de vouloir de vouloir le focus, je vais pas dire que les gens soient focus, de vouloir que tout se focus, que tout se match, que tout soit en accord avec soi-même, ça fait partie de la system awareness. En fait, moi j'appellerais ça la pleine conscience. Je sais pas s'il a appelé ça comme ça plus tard, mais voilà. Du coup, on appelle ça un peu, donc en anglais c'est la pattern recognition, big picture thinking. Et en fait, la system awareness, donc la conscience la conscience globale, je dirais, moi j'appellerais ça comme ça, du système, hein, mais la conscience globale, c'est anticiper la manière dont une décision prise aujourd'hui aura une influence sur 5 ans, sur l'extérieur. Pour ça, on a besoin des gens, on a besoin d'écouter. Comment vous voulez avoir conscience globalement si vous n'êtes pas au courant de tous ces maillons en fait. Donc forcément, faut vouloir être focus sur les gens avec lesquels on travaille, il faut vouloir être focus sur leurs intérêts, sur leur motivation, sur leurs peurs. Ça, c'est moi comme ça, je l'interprète comme ça honnêtement. Ça m'a appris énormément de choses, hein, croyez-moi. Et les bons leaders, pour lui, ils ont 4 choses, donc, ce qui montre leur intelligence émotionnelle. Ils ont la conscience de soi, donc d'eux-mêmes, donc moi je dirais de leur enfant intérieur, de leurs propres émotions, etc. La gestion de soi. Donc là, quand on parle de gestion de soi, c'est pas alors on pourrait dire par exemple contrôler ses émotions. Non, c'est pas le contrôle des émotions, parce qu'on quand même, ça serait se contredire, parce qu'on valorise quand même les émotions dans les modèles d'intelligence émotionnelle. C'est pas le contrôle des émotions, c'est l'équilibre des émotions. Avoir un équilibre sain avec ses émotions. Donc ça, on appelle ça la gestion de soi. Un bon leader doit aussi avoir une conscience sociale. Donc, et ça, s'il vous plaît, mais ça manque cruellement en école de commerce. Et le jour où on introduira ça en école de commerce, on réussira à avoir des bons leaders. Je dis pas que les leaders actuels sont mauvais, je porte aucun jugement. Mais pour moi, ce serait encore du positif. Et d'ailleurs, goal de ma vie et dédicace à moi-même dans 10 ans, Eva, s'il te plaît, fais des cours d'intelligence émotionnelle le jour où tu auras une certification en psycho, je ne sais quoi, s'il te plaît. Parce que ça me passionne, ça se voit que ça me passionne. Donc un bon leader doit avoir une conscience sociale, de l'empathie, de la compréhension organisationnelle, qui a différents comportements en entreprise, comprendre plein de choses comme ça. Bref, c'est passionnant. Ensuite, un bon leader, et enfin, doit avoir une gestion, doit maîtriser la gestion de la relation aux autres, donc l'influence. J'ai écrit influence, non, l'influence, savoir être coach et mentor, le mentorat, les gars. Et je viens de comprendre pourquoi j'adore faire du mentorat, vraiment, c'est passionnant. Le but d'un manager, c'est pas d'être un boss, putain, mais comprenez ça, c'est d'être un coach et un mentor, de pousser les autres vers le haut, d'avoir un impact positif. J'aimerais trop parler de ça avec tous les gens que je rencontre, vraiment, c'est passionnant. Savoir gérer les conflits, donc les situations de crise, ça on l'apprend en école de commerce. Le travail d'équipe, essentiel. Le leadership inspirant. C'est-à-dire, et ça on revient aussi au métier d'influenceur, l'influence, c'est pas l'important, c'est l'inspiration. Il y a beaucoup d'influenceurs, et je trouve ça très intelligent, qui ne se définissent pas comme influenceurs, mais comme inspirateurs, c'est ça le mot. Alors ensuite, il rentre un peu plus dans une analyse physique et je dirais scientifique, hein, un mot que je ne maîtrise pas, mais il parle du cerveau, tout ce qui est cortex, etc. Alors je ne maîtrise pas, je vais parler avec mes mots, parce que voilà, j'ai pas appris tout ça, mais il dit bien que le centre du cerveau, donc c'est l'emotional centers, les emotional centers, les autres parties se sont formées après. Donc lui, quand il dit ça, pour moi, ce que je comprends, c'est même scientifiquement et même physiologiquement, on est basé sur nos émotions. Donc il montre bien l'importance de l'amygdale. Donc en fait, il montre bien que la partie donc, centrale du cerveau, c'est l'amygdale.
Pour lui, c'est le radar des menaces. Donc c'est ce qui gère toutes les émotions. Mais à la base, c'est un radar des menaces. Et c'est elle qui a le rôle décisionnaire avec peu d'infos d'essence. Donc elle privilégie les choses déjà faites. Donc elle se base sur l'enfance, sur les traumatismes, etc. Et en fait, l'amygdale, elle peut faire réagir le cerveau, elle peut nous faire prendre des décisions. Elle se base, on dirait, moi j'appellerais ça un peu le feeling en fait. Elle sent, c'est une émotion, mais elle est capable de décider sans se baser sur des sens. Parce que les sens, c'est un fait. Si vous sentez du feu, votre cerveau va se dire, ok, menace, il y a un incendie. Mais c'est pas ça dont on parle, c'est des menaces émotionnelles, je dirais, de l'instinct, du feeling. Et il parle d'un truc, et d'ailleurs ça peut-être que je vous en reparlerai parce que je connais bien cette thématique. Il dit que quand on se réveille entre 2 et 3 heures du matin, on se fait réveiller en fait par notre amygdale qui est l'alerte, le radar de la peur, disons, qui nous dit qu'on a peur. Donc si vous réveillez entre 2 et 3 heures du matin, parlez-en à un ostéo qui est compétent, ostéo ou autre, je dirais, mais voilà. Il a parlé d'un épisode avec Elon Musk, alors j'ai pas trop compris. Il a dit en fait que apparemment à Tesla, il y avait eu un problème sur les machines et en fait Elon Musk s'est mis à dormir sur le sol dans l'usine. Et lui il appelle ça un amygdal, je sais pas comment dire en anglais, mais amygdal hijack, donc un détournement amygdalien. Et en fait il dit que Elon Musk, en fait son amygdale a dû en gros bugger et l'alerte de la peur, en fait la peur s'est maintenue dans le temps. Et c'est pour ça qu'il a resté à dormir là, parce que il a eu une réponse émotionnelle rapide en fait. Il a senti un problème et bam, son amygdale lui a dit tu resteras là. En fait, le seul moyen que tu solves le problème, c'est que tu fasses quelque chose un peu d'irrationnel. Et apparemment, cette nuit-là, il a dû tweeter des trucs en mode complètement cinglé et tout. J'ai pas trop compris, je vais voir si je retrouve ça, mais voilà. C'était un exemple qui montrait que l'amygdale peut nous faire des choses folles quand on se sent en danger. Il nous donne une autre définition de l'intelligence émotionnelle. Il dit que c'est l'intégration harmonieuse des centres logiques, donc préfrontaux, donc tout ce qui est logique c'est préfrontal, et des centres émotionnels, donc du centre. Et donc il revient sur Elon Musk et il dit bien qu'en fait il a eu un haut niveau de cortisol forcément, et c'est l'hormone du stress, d'où la cortisol a influé sur l'amygdale, ou c'est inverse, je sais plus c'est dans quelle relation, mais du coup il a eu un sentiment de menace et il a fait quelque chose d'irrationnel. Et donc pour lui, à partir du moment donc, où on a une intelligence émotionnelle, donc à partir du moment où on arrive à intégrer harmonieusement les centres logiques, préfrontaux et émotionnels, donc l'amygdale, on peut parler d'une harmonie neurale en fait, et ça va permettre une efficacité cognitive optimale. Donc ça permet même moi ce que je comprends en plus, en fait moi ce que je comprends quand on dit ça clairement, attendez je vais finir, donc d'avoir un bon taux de cortisol, donc d'être équilibré, d'avoir un taux de stress équilibré, quels que soient les talents, tu peux faire la démonstration au mieux. En fait d'être efficace, on va dire ça comme ça, de valoriser son potentiel. Donc ce que je comprends là-dedans, c'est qu'à partir du moment où vous êtes, j'ai pas envie de dire équilibré émotionnellement, parce que je trouve que ça a vraiment une connotation négative, ça veut dire si t'es déséquilibré, ça veut dire que t'es un cinglé, non. Mais à partir du moment où tu maîtrises ton centre des émotions et ton centre logique, on va dire très grossièrement, ton cœur et ta raison, t'es en capacité à être optimal intellectuellement. Donc ce qui montre quand même, et ce que j'ai compris il y a quelques années, c'est que les émotions, c'est que le quotient émotionnel joue et influence fortement, flèche le quotient intellectuel. Donc le quotient intellectuel acquis ou inné, bref c'est encore un autre débat, mais à la base il n'y a pas que le quotient intellectuel les gars, il y a le quotient émotionnel. Et à partir du moment où vous comprenez, par exemple si on vous dit tous les jours vous êtes un abruti, eh bien non, parce que si vous avez une conscience, un quotient émotionnel, si vous êtes alerte émotionnellement, vous n'êtes pas un gros con. Et dites à ces gens-là qui manquent d'empathie, et c'est eux les gros cons. Donc ensuite, lui, il donne des conseils sur comment être en harmonie neurale, donc sur comment allier harmonieusement son centre émotionnel et son centre logique. Donc on va dire son cœur, très grossièrement, son cœur et sa raison. Donc il dit qu'il faut essayer de pratiquer des états de concentration absolue, la pleine conscience. Donc forcément on pense directement à la méditation. Parce qu'en fait la méditation, et moi ce que je comprends, ce que j'expérimente, je médite pas au quotidien mais je comprends le fonctionnement et je l'ai déjà pratiqué, c'est que ça vous permet d'aligner ces centres cérébraux en fait. Je dirais cérébraux, mais pour moi ça vous permet d'aligner vos émotions, d'aligner ça avec votre logique et votre raison. Et donc la pleine conscience pour lui ça permet de réduire le stress. Et ça il appelle ça c'est un mec, alors ça doit être un concept de John Kabat-Zinn.
c'est la Mindfulness Based Stress Reduction, c'est la MBSR, donc MBSR. Et ça, on appelle ça la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Donc en fait, c'est prouvé que la pleine conscience, donc la méditation, donc le focus, donc l'harmonie neurale, donc, je vais y arriver, le quotient émotionnel et le quotient intellectuel qui fusionnent, qui fusionnent, je sais pas quoi dire d'autre, ça prouve que ça réduit le stress. Ou le travail qui devrait être fait en hôpitaux, en entreprise, etc. Donc il montre bien, la pleine conscience améliore la concentration. Il propose un exercice, donc se concentrer sur la respiration. Quand notre esprit vagabonde, faut se recentrer. Si vous pensez à votre respiration, vous restez sur la respiration. Vous revenez. En fait, et d'ailleurs j'ai appris au passage, si vous êtes calé là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais j'ai appris qu'il y avait différents types de méditation, chacun fait en fonction de ses besoins. Pour moi, en fait, la méditation c'est ça, du moins mon objectif ça serait de me focus. Mais il y a certains types de méditation qui visent à vagabonder justement, au contraire, à aller à suivre ses pensées et tout, et apparemment c'est un truc de malade. Donc là on parle du type de méditation qui permet de focus, de ne pas vagabonder justement. Et donc il dit que plus on pratique ça, si on pratiquait, et on apprenait d'ailleurs aux enfants, etc., je sais pas, pendant les temps de sieste ou je ne sais quoi, à se focus, à se concentrer, à méditer, et ben ça permettrait tout simplement d'améliorer la concentration, d'améliorer la pleine conscience, la conscience des émotions et donc les facultés intellectuelles et donc moi ce que je comprends à la finalité la productivité en entreprise et tout ça. Donc ça serait même bénéfique pour la société qui elle peut-être ne croit pas en la spiritualité. Mais je veux dire, voilà quoi, on y arrive, tout est positif. Et donc pour lui ça aiderait les étudiants à apprendre, à renforcer leur cortex frontal et donc à améliorer leurs connaissances, leurs compétences, leurs facultés intellectuelles. Il y aurait moins d'énervement, moins d'émotions parasites, même si les émotions c'est très beau, mais ça permettrait d'aligner tout ça. Et il dénonce quelque chose, j'ai trouvé ça très intéressant, il dénonce le mythe du multitasking, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs choses à la fois. Il dit que la distraction, donc c'est une distraction en fait de faire plusieurs choses à la fois, car on revient toujours à la chose importante, mais on met plus de temps à la faire. Et ça c'est très intelligent. Par exemple, si votre focus c'est de faire votre rapport de stage mais que vous êtes en même temps sur vos mails et machin, vous faites plusieurs choses mais à chaque fois vous revenez quand même parce que vous êtes quand même conscient que c'est la chose la plus importante. Mais au final, vous mettez beaucoup plus de temps à le faire. Et ça, c'est très intelligent. Donc pour lui, la mindfulness, donc la pleine conscience, renforce le contrôle cognitif, la concentration, ça permet d'ignorer certaines distractions et sentiments négatifs. Oui, ça permet d'éliminer le négatif en fait. Et le pire, c'est que et ça c'est prouvé, on le dit toujours dans l'inconscient collectif et dans l'opinion publique, plus on entraîne son cerveau, plus il sera alerte, plus vous faites des sudoku, plus vous allez réussir à faire je ne sais quoi. Enfin, c'est con, mais plus vous jonglez qui vous donne une certaine concentration, plus ça sera positif sur votre vie. Et ben c'est pareil pour la mindfulness. Mais c'est encore plus recherché et c'est un travail, je dirais que c'est un exercice de l'âme et de l'esprit, donc c'est encore plus... pas compliqué, mais il faut en être conscient et il faut s'en saisir quoi. Alors là il passe à un autre sujet, je sais plus trop dans lequel, mais il parle du social brain. Donc en fait, pour lui, deux cerveaux qui interagissent, en fait, il a étudié certaines analyses scientifiques, et il y a des scientifiques qui ont prouvé que quand on interagit avec quelqu'un, quand il y a deux cerveaux, ou plus, mais on va dire deux cerveaux, en fait, il y a des neurones qui s'activent, qui sont assez particuliers, on appelle ça les neurones miroirs. Et en fait, ces neurones miroirs s'activent en fonction de ce que l'autre attend, ressent ou fait. Ça veut dire quand même qu'on a des neurones, donc pour moi, ces neurones miroirs sont quand même les neurones de l'empathie. Il y a des neurones, il y a des choses dans notre tête qui sont capables de capter une émotion, on va dire quelque chose d'électromagnétique ou je ne sais quoi, dans l'autre. Mais vous vous rendez compte, les connexions et moi, ce en quoi je crois, ça montre quand même qu'il y a de l'énergie. On s'envoie de l'énergie. Quelqu'un qui est négatif au quotidien, ça impacte qui vous êtes aussi. Quand on est une éponge émotionnelle comme moi, croyez-moi que j'y crois et c'est prouvé scientifiquement. Bon, peut-être je fais des parallèles qui confortent ma théorie, mais il y a matière à réfléchir là-dessus. Donc il dit que ça a été découvert dans le cas, il appelle ça... la chimie de la bonne entente, donc la mutual presence, mindful with the other person. Donc en fait, pour lui, du coup, il faudrait aussi qu'on travaille sur le fait d'être présent pour l'autre, de capter ce que, on va dire, le travail de nos neurones miroirs font en fait.
de capter cette interaction en fait d'énergie, de pensée, etc. Et il montre bien qu'il y a aussi quelque chose qui a été montré, c'est qu'on a des neurones qui marchent comme des oscillateurs. En fait, quand quelqu'un tend la main, la façon dont on répond à ça, donc la manière dont on serre la main en retour, ça montre quand même qu'il y a une synchronisation non verbale. Ça montre bien qu'il y a la présence de ces neurones miroirs. Ça veut dire nos corps se supportent les uns les autres. Et pour moi, c'est ce qui montre que c'est bénéfique l'empathie ensuite dans la pratique. Vous vous rendez compte à quel moment quelqu'un vous tend la main, il y a quand même votre cerveau qui... Alors vous allez me dire, oui mais c'est du mimétisme. Peut-être, mais il y a quand même un truc dans votre cerveau qui vous montre comment répondre à cette main. Comment la main va arriver. Votre cerveau, je pense, analyse comment l'autre a bougé, etc. Est-ce qu'il est énervé? Est-ce que c'est quelqu'un d'important? Est-ce qu'il va me faire mal à la main? Et votre main et votre geste, votre cerveau va répondre d'une façon appropriée. Moi je trouve que c'est un truc de malade. Ensuite j'ai noté le cerveau, donc ce qu'il a dit sûrement, le cerveau social crée aussi une sorte de chaîne émotionnelle invisible entre les êtres. Ce que je disais, de l'énergie, moi j'appellerais ça de l'énergie. Par exemple, le rythme cardiaque, enfin ça vous connaissez, le fait que les rythmes cardiaques se synchronisent, etc. Ça arrive quand on est complètement présent avec quelqu'un. Donc être présent, dans les domaines de méditation, etc., ça veut dire être en pleine conscience, ça veut dire être en accord avec soi-même et avec l'autre et avec son environnement. Et on en revient à la Systems Awareness. Ensuite, il donne un conseil, et conseil à tous les futurs leaders ou dirigeants ou je ne sais quoi, ou quelqu'un qui fera un discours. Pour toute discussion ou discours impactant, en fait, il faut laisser tomber les distractions pour être pleinement présent. Quand vous adressez à quelqu'un, quand vous faites une vidéo YouTube, quand vous vous adressez à quelqu'un en public ou non, soyez présent. Ensuite, vers la fin de la vidéo, il revient sur l'empathie, donc mot que j'adore utiliser, vous avez remarqué, et il montre qu'il y a 3 sortes d'empathie. Il y a l'empathie cognitive, pour comprendre ce qu'une personne pense, l'empathie émotionnelle, pour savoir comment se comporter, et l'empathie, donc l'inquiétude empathique, donc c'est tout ce qui est système d'alerte. Ensuite, il passe à un autre sujet et il revient à ce dont je voulais vous parler. Il revient parce que c'est quand même une conférence sur le positive leadership. Il vient sur le rôle des coachs et mentors. Donc en fait, il dit que ça permet d'être dans la position d'un coach et d'un mentor, ça permet de développer le potentiel des autres. Donc forcément, ça passe par l'attention. Comment vous voulez développer le potentiel des autres et le positif chez les autres et leurs capacités et leurs talents si vous n'êtes pas attentif et donc focus sur l'extérieur, sur eux-mêmes, sur leurs intérêts, sur ce qu'ils dégagent. Pour moi, c'est évident en fait. Pour lui, ça devrait tout simplement être une valeur. Le coach et le mentor, ça devrait être un rôle que le leader a, puisqu'en fait, ça permet de mettre en œuvre un objectif commun, tout simplement, et de créer un environnement émotionnel positif. Et au contraire, il dénonce certains comportements de certains leaders. Il dit que les meneurs en général sont détestés, puisqu'ils n'échangent pas, ils pensent que par les chiffres et les performances. Parce qu'en fait, un meneur, c'est pas un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui épaule, c'est quelqu'un qui valorise l'autre. Un meneur, c'est quelqu'un qui dit suivez-moi si vous m'aimez. Et c'est pas ça qu'il faut être en tant que leader, c'est pas ça. Le mentor a besoin d'être meneur, a besoin peut-être de tirer par la main. S'il a étudié, s'il s'est focus sur les autres, si c'est dans un objectif de valoriser le positif, mais être meneur pour être meneur, être chef de file ou être devant un groupe, ça sert à rien si c'est pas pour avoir le positif, ça sert à rien si c'est stérile, ça sert à rien si c'est pas focus sur system awareness, sur le focus externe, interne. Pour moi, c'est stérile, tout simplement. Et il dit aussi que forcément, les comportements de leader qui sont détestés, c'est tout ce qui est commandant, contrôleur, contrôler quelqu'un. Ouais, je sais pas trop. Dites-moi votre avis sur le rôle de contrôleur, en quoi c'est négatif. Là, voilà, sinon je vais mettre 3 ans à développer ça, mais ça sera intéressant. Donc, comment s'améliorer en tant que leader pour être mentor, coach, avoir un impact positif et donc, moi, le raccourci que je ferai très rapidement, contribuer au bien de la planète. Du coup, il dit qu'il faudrait se demander do I care. Donc, est-ce que do I care, comment on traduire ça? Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Sinon, ne faites rien. Ça sert à rien de le faire. Voilà, tout simplement. Si c'est pas en accord avec vous-même, si vous en avez rien à foutre de faire les choses, ne les faites pas, tout simplement, parce que ça sera négatif. Comment s'améliorer? Avoir le point de vue des autres, tout simplement. Voilà, avoir le point de vue des autres, ça c'est dans la vie en général, hein, c'est pas qu'en entreprise. Et getting support, donc avoir un coach pour parler quand ça va pas. Alors il met le rôle du coach aussi bien pour le leader que comme rôle du leader. En fait, on devrait être coach pour chacun.
Et ça, je trouve ça important que chacun ait certains coachs et certains mentors, entre guillemets. Hein. Là, par contre, attention, je parle pas, allez, ça y est, devenez tous coach et mettez-vous tous une certif. Non, c'est très bien, hein. Moi, c'est un métier qui me plairait peut-être, mais il y a quand même énormément de gens qui se prônent comme coach, comme un métier. Moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, coach, ça pourrait juste être une attitude. Support, c'est pas getting help. Hein. Moi, je trouve que le mot en anglais est bien choisi. Getting support, c'est pas getting help, c'est pas savoir être aidé. Supporter, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui vous lève vers le haut. Et chacun, que ce soit les plus hauts leaders du monde, devrait avoir des gens dans leur entourage qui sont des coachs et des mentors. Ensuite, il me dit que pour faire de nouvelles choses, il faut être attentif pour l'intégrer. Donc, c'est-à-dire que pour quelque chose de nouveau soit positif, soit efficace, il faut l'intégrer, il faut se l'approprier, il faut le pratiquer, il faut le déconstruire, il faut être en pleine conscience avec cette chose. Par exemple, il donne un très bon exemple, essayez de croiser les bras à l'envers. Donc d'habitude, moi je croise les bras comme ça, essayez de faire le contraire. Donc regardez-moi, il faut que je réfléchisse, je crois que c'est comme ça, et encore j'ai du mal. Et pour le faire, j'ai dû être attentive, j'ai dû me concentrer. Et à force de... J'arrive pas. Tac. Là j'arrive. Et à force de pratiquer, d'être attentif, d'être en pleine conscience, parce que là je me suis arrêtée 3 secondes pour réfléchir à ce que je faisais, pour observer, pour réfléchir à ce que je ressentais, parce que du coup c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et ben en fait c'est comme ça que j'ai intégré la chose, c'est comme ça que vous vous apprenez à faire les choses. Ensuite il revient sur le système focus, et là j'ai bientôt fini. Donc la 3e concentration. Alors il a utilisé une métaphore avec la cible. Si vous avez une cible au bord d'une falaise devant l'océan et que vous tirez une flèche, alors il a utilisé toute une métaphore là-dessus. Il a dit que Schopenhauer a dit le génie c'est de toucher la cible que les autres ne voient pas. Le génie c'est de toucher la cible que les autres ne voient pas. En fait le but c'est pas d'aller au centre de la cible parce que c'est ce qui est dit socialement de faire, c'est ce que vous êtes exigé de faire. Si pour vous le but c'est de viser l'océan, visez l'océan. Peu importe ce qu'on pense autour, parce que si ça a du sens pour vous, vous allez être capable de l'expliquer aux autres et donc les autres iront peut-être vers cette direction qui sera beaucoup plus positive que la cible déterminée. Donc en fait, il montre à travers l'exemple de BlackBerry et Apple, en fait ça a été 2 stratégies d'entreprise différentes. BlackBerry a été dans l'exploitation. En fait, BlackBerry a exploité les conditions présentes du marché, à exploiter ce qui venait d'être fait, à exploiter son potentiel à lui. Et en fait, ça a contribué au circuit du plaisir. Ça a été qu'à court terme, honnêtement. Et on voit bien qu'il n'y a plus personne à BlackBerry. Alors que Apple, au contraire, toujours présent, a utilisé les circuits de l'effort en allant dans l'exploration. Donc voilà, là c'est 2 exemples d'entreprise. Ça peut être, je pense, mis à l'échelle individuelle, à votre échelle, à l'échelle des études ou je ne sais quoi, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, alors pour conclure, il a voulu, je pense, dire ses valeurs, clairement, il est parti sur autre chose, il a parlé de l'opportunité du climat. Il dit, aujourd'hui, chaque enfant grandit dans un scénario de fin du monde. Donc pour lui, il faut réinventer le monde matériel. Moi aussi, j'ai envie de vous le dire, je suis pas dans ces branches pures, je suis pas encore calée à fond sur le sujet, mais s'il vous plaît, il va falloir qu'on réinvente un monde matériel, le plastique, tout ça, on s'en fout, faut qu'on aille dans le 0 déchet, faut qu'on recycle, faut qu'on fasse moins de déchets, enfin bref. Vous connaissez. Et ensuite, il a fini par nous poser des questions. J'adore cette technique de poser des questions en conclusion. Il a utilisé le Dalai Lama. Donc en fait, je pense qu'il nous incite à faire des choses pour tout le monde, pour la société en général, et que pour que ça dure dans le futur. Et là, ça revient un peu à sa réflexion sur le climat. Forcément, si on veut résoudre les problèmes du climat, les enjeux climatiques, il faut qu'on pense à l'échelle d'une 50aine d'années, il faut qu'on fasse ça avec tout le monde, il faut que tout soit en accord, il faut que le capitalisme, les entreprises, le social, tout soit dirigé vers ça et que tout soit focus vers le climat. Et ça peut être appliqué à plein de choses, à vos motivations dans la vie, à votre orientation, ça peut s'appliquer à du militantisme. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mais moi, cette conférence, elle me parle et je pense que c'est une de mes vidéos YouTube qui aura le plus d'impact dans ma vie parce que chaque fois, ça me met dans tous mes états et je trouve ça dingue. Juste, je trouve ça dingue. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite forcément à aller regarder cette conférence. Je vous ai marqué juste ce qui me parlait moi, ce que j'avais retenu, ma vision des choses. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça, un grand plaisir parce que c'est pour ça que je suis là en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je vous fais à tous de gros bisous et bye!